Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à créer une rubber ducky pour que dalle, c'est-à-dire 6 euros, voire 3 euros de plus si on achète le câble qui va être nécessaire. Mais pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une rubber ducky, c'est pas très compliqué, c'est une clé USB qui vous permet d'être émulé en tant que clavier ou tout autre périphérique dit HID. Donc ça va pouvoir être une souris, une caméra, un détecteur de mouvement et compagnie, enfin avec des modules ajoutés dessus bien sûr. Mais en tant que clavier, on n'en aura pas besoin. Tout ce dont on aura besoin, ce sera un dépôt MicroPython, les librairies qui vont avec, et notre petit Raspberry Pi. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un Raspberry Pi c'est un micro-ordinateur qui est fait pour faire des petites tâches qui peuvent servir à différentes choses. Il y en a plein qui s'en servent en sécurité domotique. Ça peut être pour automatiser ou faire des centres d'appel, on peut faire tout un tas de choses avec ça. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le Pico 2. On peut utiliser un Pico ou un ESP32 normal, pour ceux qui savent ce que c'est pas très différent. Il faudra juste aller chercher le dépôt MicroPython correspondant. Et voilà, donc en gros, hop, on va commencer par aller installer les dépendances. Donc on va aller chercher le dépôt MicroPython 2, enfin MicroPython pour Pico 2, excusez-moi. Et on va aller télécharger la version 1.24. En règle générale, ça sera peut-être pas la même quand vous regarderez cette vidéo, mais il faut toujours chercher la quatrième ou cinquième avant les dernières releases parce que il y a toujours des problèmes, des conflits qui n'ont pas encore réglé. Donc voilà, donc une fois que vous avez téléchargé ce petit fichier, on va continuer d'installer les dépendances qui vont nous être nécessaires pour le projet. Comme ça, on aura tout, on n'aura pas besoin d'y venir. Donc on va aller chercher les MicroPython libres qui sont sur GitHub. C'est pas excessivement compliqué. Pour ceux qui ne s'en sont jamais servis, vous cliquez sur code, vous copiez. Vous allez ouvrir votre terminal sur Linux ou un PowerShell sur Windows. Vous allez taper la commande git clone et le dépôt GitHub. D'ailleurs, je vais faire un petit fichier temporaire. Hop. Et cloner le dépôt pour éviter de bousiller mon système qui n'est pas très ordonné. On vérifie qu'elle est bien là, voilà, on l'a. Donc sur Windows ou sur Linux, vous n'aurez peut-être pas Git installé par défaut, mais c'est pas très compliqué, vous allez voir, hop, vous tapez Git, vous aurez le premier lien, sera les downloads, vous passez votre souris bêtement dessus, vous verrez, vous aurez tout ce qui vous est nécessaire, donc les commandes Linux ou les .exe pour Windows ou les DMG pour Mac. Globalement c'est partout pareil, puis l'avantage c'est que Mac utilise le même langage que Linux, donc on sera pas trop dépaysé. Donc une fois qu'on a ça, on va aller chercher un éditeur de code qui va être Tony. Je sais que VS Code est meilleur dans 99% des cas, mais quand il s'agit d'aller chercher Raspberry Pi sur Raspberry Pi ou sur tout autre module et programmer directement dedans, comme c'est un ordinateur externe, c'est là que Tony intervient, qu'il est beaucoup plus pratique que VS Code parce qu'on peut voir en temps réel ce qu'on fait, téléverser des choses, ce qui n'est pas possible sur VS Code, même avec une extension, c'est très basique on va dire et on voit pas vraiment ce qu'on fait, donc c'est pas le top. Donc là, c'est le même principe que pour Git, si vous ne l'aviez pas installé, vous passez votre souris dessus, vous aurez les dépôts, les exécutables et compagnie. Moi, je ne vais pas le retélécharger parce que je l'ai déjà. Et voilà, une fois que c'est fait, vous avez absolument tout. Donc pour la petite machine à prendre, ça va être le Raspberry Pico 2. Comme vous voyez, c'est entre 5 et 9 euros, c'est pas très cher. Vous allez sur Amazon, Etsy, vous en trouverez un, même AliExpress. Et un câble micro USB qui supporte le chargement de données. Parce que certains câbles sont faits uniquement pour la charge sur batterie, mais d'autres peuvent inclure des données dedans. C'est ce qu'on va retrouver notamment chez, par exemple, Hack5, où on va avoir des câbles qui sont un petit peu trafiqués. Hop, attends, MG câble. Donc c'est le câble de chargement de données, vous l'achetez sur Amazon, c'est pareil, c'est entre 3 et 6 euros, c'est pas très cher. Surtout pour ce qu'on peut en faire. Et c'est ce genre de câble qu'utilise Hack5 par exemple pour son MG câble qui permet d'uploader tout un tas de choses sur des iPhones ou d'autres types de téléphones. Donc voilà, hop. Une fois qu'on a tout ça, la première chose qu'on va aller faire, c'est d'aller brancher notre Raspberry Pi pour lui poser le MicroPython, enfin le dépôt MicroPython à l'intérieur. Donc ce que vous avez téléchargé, c'est un petit fichier .uf2. Ce petit fichier sert de dépôt MicroPython pour installer toutes les dépendances sur le Raspberry Pi, donc il n'y a absolument rien de compliqué. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre Raspberry Pi et vous allez appuyer sur le bouton boot cell. Hop. Je vais vous montrer en image, ça sera plus pratique. En fait, vous allez brancher le câble de chargement de données à votre ordinateur, vous allez maintenir le petit bouton blanc juste là, boot cell, et brancher la Raspberry Pi en même temps d'avoir maintenu le bouton. Ensuite, vous pourrez relâcher. Et comme vous allez pouvoir le voir, attendez, je branche le mien.
votre Raspberry Pi va apparaître juste là, dans les périphériques, comme un disque dur normal, parce que si vous le branchez sans appuyer sur ce bouton-là, il va être reconnu comme étant en port de série, donc comme un clavier ou comme une souris, c'est pas quelque chose qui est fait pour stocker quand c'est reconnu en tant que port de série. C'est là que c'est utile d'appuyer sur le bouton bout de selle. Donc une fois que vous avez ça, vous rentrez juste dans le Raspberry Pi, et vous allez chercher votre fichier .uf2, et juste le drop dedans, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'il sera copié, vous verrez, c'est pas très compliqué. Le Raspberry Pi va redémarrer en mode série, donc en mode normal. Hop là. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez y accéder depuis Tony. Il va y avoir une petite configuration à faire depuis Tony pour pouvoir communiquer directement avec le Raspberry Pi, pardon. Donc on va aller chercher Tony. Alors normalement il faudra peut-être le démarrer en tant que root, ça dépend de votre système, des fois le Raspberry Pi n'est accessible qu'en tant que root, donc c'est pas compliqué, vous tapez sudo su, vous tapez votre mot de passe et vous serez root, ou sinon sinon su root c'est pareil, sur Windows ça sera démarré en tant qu'administrateur, donc un petit clic droit et exécuté en tant qu'administrateur. Et voilà, donc là moi on voit que mon Tony a reconnu directement le Raspberry Pico. Il est juste ici, en fait là c'est le système de fichiers de mon Raspberry Pico qui a déjà les fichiers que je vais aller supprimer parce qu'on va devoir les recréer derrière. Et là en haut c'est le système de fichiers de mon ordinateur. Donc du coup je suis parti, Margoulin. Hop. Voilà, donc une fois qu'on a ça, ce qu'il faut savoir c'est que MicroPython détecte une certaine arborescence de fichiers par nature. Donc le premier qui va être pris en compte, ça va être le boot.py, enfin .py, pardon, l'extension Python, qui va être utile pour des configurations système de base, notamment pour se connecter à un réseau Wi-Fi ou d'autres choses comme ça. Là, le Pico, en tout cas, que moi j'ai acheté, ne supporte pas le Wi-Fi, mais il y aura une vidéo dédiée à un Pico de W, du coup, qui supporte le mode wireless. Et on verra qu'on peut faire tout un tas de choses, notamment un serveur de command and control, ce qui est quand même assez sympathique. Donc la première chose qu'on va aller faire, ça va être de créer un dossier lib. Comme je vous l'ai dit, MicroPython respecte une certaine arborescence, et le fait d'être dans lib, c'est comme, pour ceux qui ont déjà codé avec du Next.js et compagnie, vous pouvez utiliser l'alias @ pour importer des fichiers, ce qui permet d'avoir une certaine lisibilité dans les imports des modules, et ça évite de faire des phrases à rallonge. Lib c'est pareil, en gros quand on va importer une librairie dedans, on n'aura pas besoin de spécifier le chemin, MicroPython va reconnaître direct que c'en est une. Et là, on va aller chercher en haut du coup dans notre système de fichiers les MicroPython libres qu'on a téléchargés, enfin qu'on a cloné depuis GitHub depuis tout à l'heure. On va pas avoir besoin de toute la librairie, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans MicroPython lib, MicroPython, chercher USB. On va double-cliquer dans lib pour se poser dedans, clic droit sur USB, et on va téléverser vers /lib. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est pas très long, mais il y a quand même certains fichiers de code à respecter, et puis il y a des binaires en MicroPython qui pèsent un petit peu. Donc c'est le temps de la copier, c'est pas très compliqué. Voilà, donc une fois qu'on a ça, la première chose qu'on va aller faire, ça va être d'aller créer le main.py. C'est celui qui va être pris en compte juste après le boot, et là c'est là où on va avoir toute notre fonction core pour notamment être reconnu comme périphérique de clavier et pouvoir taper des séquences de touches en amont, enfin les programmer plutôt. Donc pour ça vous faites fichier nouveau, enfin clic droit fichier nouveau, main.py, hop, tapez n'importe quoi, vous enregistrez histoire que ça soit pris en compte. Voilà, donc une fois que c'est fait ça, on va commencer à aller chercher à tester le Raspberry Pi. Hop. Article, désolé, je me retrouve le petit script pour tester les LED. Donc jusque là, il n'y aura rien de très compliqué. On va juste vérifier que le Raspberry Pi n'est pas cassé avant de commencer la vidéo, ça vous évitera de perdre une demi-heure si jamais ça vous évitera de perdre une demi-heure si jamais le Raspberry Pi que vous avez acheté est cassé, parce que ça peut arriver que le facteur ait fait un petit peu de la merde avec, mais bon, au moins comme ça vous serez fixé, vous pourrez le renvoyer et suivre cette vidéo avec un nouveau Raspberry Pi tout neuf. Donc pour l'instant on va aller chercher à tester les LED avec voilà ce script juste ici que je vais venir copier-coller. Donc ce qu'il faut savoir c'est que le Raspberry Pi c'est contrôlable aussi donc soit via MicroPython, soit via le langage C, C++, en général c'est ce qu'on utilise pour
la programmation IoT, Internet of Objects, en gros c'est l'internet des objets. Et on peut utiliser ce qu'on va appeler la communication via UART qui va nous permettre de manipuler les différentes branches du Raspberry Pi pour faire telle ou telle chose. Donc là ça va être pour allumer et éteindre la LED en permanence. Donc là on va importer pin depuis la librairie machine, pardon, la librairie time aussi qui en MicroPython sert à mettre des délais ou des intervaux. Ensuite on va initialiser la LED, donc c'est le pin 25 sur un Pico 2, sur un Pico normal ça va être pareil. On va mettre pin.out pour allumer la LED. Et on va faire une petite boucle infinie pour utiliser la fonction LED.toggle qui va allumer et éteindre la LED en permanence et mettre un petit délai d'une seconde. Donc ça va s'allumer et s'éteindre en permanence toutes les secondes. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez juste le main.py, vous débranchez votre Raspberry Pi, vous ne maintenez pas le bouton boot cell cette fois-ci, vous le rebranchez. Et quand vous le rebranchez, vous verrez que votre LED va commencer à clignoter. Si c'est bon, enfin si ça commence à clignoter, c'est que c'est bon, votre Raspberry Pi est fonctionnel. Et on va pouvoir passer à la suite. Donc là, comme vous l'avez vu, mon Raspberry Pi c'est complètement déconnecté de Tony vu que je l'ai débranché. Mais on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir l'utiliser correctement désormais pour faire le but final de cette vidéo, qui est quand même de créer un petit rubber ducky. C'est utilisé dans n'importe quelle considération de red teaming, pour les hackers, pour la cybersécurité, pour énormément de choses, ou juste quand vous êtes des flemmards, pour ceux qui connaissent pas des YubiKey ou les OnlyKey par exemple, ce sont globalement des rubber ducky qui vous permettent de sauvegarder des mots de passe et des usernames qui leur sont liés pour les taper. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo parce que c'est une fonction relativement simple qui est facile à comprendre. Mais on va améliorer un petit peu les choses avant pour automatiser un peu les processus parce que sinon ça risque d'être très long. Je vais vous montrer dans la librairie USB quand on va aller chercher le clavier, hop, le fichier du clavier. En gros, les touches sont initialisées comme des keycodes, voilà. Donc chaque keycode correspond à un numéro, chaque lettre correspond à un numéro, et on va venir la chercher. Donc à chaque fois, on va devoir taper keycode.A, keycode.B, keycode.C, c'est extrêmement long. On n'a pas envie de faire ça, on n'a pas envie de s'emmerder à taper des tableaux à rallonge pour écrire une fonction qui fait 3 phrases. Donc on va aller chercher à faire des petites fonctionnalités qui vont nous permettre de parser des chaînes de caractères ou des strings et de les prendre en compte toutes les majuscules, les chiffres, les caractères spéciaux et compagnie, et une autre fonction pour automatiser l'envoi des touches. Et oui, ce que j'ai oublié de préciser aussi, c'était que les librairies de MicroPython sont faites par des gens qui habitent aux États-Unis, donc pour un clavier QWERTY de base. Nous, comme on est français, on utilise un AZERTY, donc il va aussi falloir mapper les touches. Donc ce qu'on va aller créer dans un premier temps, ça va être le fichier de configuration. C'est un peu comme un fichier d'environnement, si vous voulez, sous un dépôt Next.js. Ce sera pour sauvegarder les variables qui vont venir nous aider à l'avenir. Et on va utiliser plusieurs choses qui vont nous servir quand on va vouloir faire des fonctions un petit peu complexes sur le rubber ducky. Là, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo pour des raisons de... j'ai pas envie de me faire flag par YouTube et parce qu'elles seront disponibles sur ma plateforme Dread. Je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez voir la vidéo en entier. Donc on va initialiser un mode. Le mode, ça sera pour une petite fonctionnalité qu'on aura choisie. D'ailleurs, pour ce mode, on va aller créer un nouveau dossier qu'on va appeler mylibs, qui lui n'est pas reconnu de base par MicroPython, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir l'implémenter correctement comme on veut. Et c'est ici qu'on va venir mettre tous nos scripts de séquençage de touches en fonction de ce qu'on veut faire. Donc si on veut faire des reverse shell, si on veut faire juste taper un mot de passe comme une OnlyKey ou une YubiKey, si on veut écrire des petites backdoors, c'est des trucs assez sympathiques qu'on peut réaliser, mais on peut faire énormément de choses avec ce genre d'outils. D'ailleurs, un petit tip, si jamais vous voulez que ça ressemble vraiment à une clé USB, vous pouvez aller chercher sur Amazon. Hop. Vous pouvez aller chercher sur Amazon les Gelron, je crois que ça s'écrit comme ça. Ce sont des adaptateurs USB vers USB-C, si je dis pas de conneries. Adaptateur USB vers... Je sais pas si on peut les retrouver ici, mais en tout cas c'est des... Vous allez chercher une chose qui fait du micro USB mâle vers du USB-A femelle. Voilà, c'est cela.
Les Gelrand, bon avant ça s'appelait Gelrand, maintenant c'est Shenyang, et en gros j'en ai acheté, ça marche très bien, ça supporte le chargement de données, c'est très petit. Faites plus qu'une petite case avec une imprimante 3D, vous aurez vraiment l'impression d'avoir une clé USB entre les mains. Donc, pour en revenir à notre configuration, on va devoir initialiser un mode. On va aussi devoir initialiser une langue, du coup, selon si on veut utiliser un QWERTY, un AZERTY, et puis en fonction des différents pays, ça sera pas forcément la même disposition du clavier, même si c'est un AZERTY et même si c'est un QWERTY. Donc pour les Canadiens, c'est pas la même chose que pour les US, et pareil pour les Français et les Belges, c'est pas exactement le même clavier, il y a quelques petits détails qui changent. On va aussi aller chercher à initialiser un système cible, donc ça va être soit Linux, soit Windows, soit Mac OS. Nous, dans notre cas, on va aller chercher le langage français pour Linux parce que je suis sur Linux, et on va utiliser le mode PKI. Les PKI, ce sont des clés de connexion qu'on utilise dans les grandes entreprises en général, mais globalement, ça revient au même qu'une YubiKey. Une fois qu'on aura ces modes-là, on va du coup devoir initialiser un username et un mot de passe pour notre fonctionnalité de PKI qu'on pourra venir changer directement dans la configuration. Ce qui est utile dans le fait de faire une configuration et de ne pas le mettre directement dans les fonctions en Python, c'est qu'après derrière on pourra se faire une interface assez sympathique avec Tkinter, Kivy ou PQT pour ceux qui maîtrisent un peu plus, pour venir manipuler un peu la clé sans avoir à s'embêter. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Donc là on va mettre quoi? PKI config. Voilà, donc il nous faut 3 fonctionnalités maintenant. Celle pour lire la configuration, celle pour automatiser l'envoi des touches, et celle pour traduire les chaînes de caractères en keycode et tout mapper. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que dans mylibs, on va créer un fichier utilitaire qu'on va nommer utils.py. Moi, je vais vous copier le code parce que c'est un peu long, mais je vous le mettrai en pièce jointe dans la vidéo ou sur mon site, selon ce que YouTube accepte de faire, parce que c'est la première vidéo, donc je sais pas encore comment ça se passe. Donc je vais copier-coller, mais vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Donc, ce qu'on fait sur le petit fichier utilitaire, c'est qu'on importe la librairie avec la keyboard interface et le keycode. Donc keyboard interface, c'est l'initialisation du périphérique en tant que clavier pour qu'il soit reconnu comme clavier. Et le keycode, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce sont les touches du clavier qui sont mappées. On va importer time pour mettre des intervaux en fonction de ce qu'on veut faire, importer OS pour interagir avec le système, et on va créer notre petite fonctionnalité de lecture de la configuration de la config.txt du coup pour le coup. Dans cette fonction, on va initialiser la config, on va ouvrir le fichier en tant que lecture seule, le R qui veut dire read. Pour chaque ligne dans le fichier, on va enlever les espaces et ne pas prendre en compte les lignes qui commencent par des hashtags parce que ce sera les commentaires, ça sert pas grand chose pour la config qui est minime pour nous, mais quand on commence à avoir beaucoup de configurations, je vous montrerai à la fin de cette vidéo une configuration un peu plus poussée, ça commence à devenir sérieusement problématique. Et c'est cool d'avoir des commentaires pour la lisibilité du code, de toute façon n'importe quel développeur vous le dira. Donc ensuite sur chaque ligne on va aller chercher à sortir une clé et une valeur. La clé du coup ça va être par exemple PKUname, et la valeur ça va être par exemple Margoulin. Pareil pour le mot de passe, ça va être la clé, ça va être PKIpass, et la valeur ça va être, on va mettre malin. Hop. Et du coup, pour chaque clé dans cette valeur, on va prendre que le deuxième, enfin le deuxième index qui renvoie du coup à 1, parce que le premier est mappé comme 0 en Python et dans tous les langages de programmation d'ailleurs. Ça c'est quelque chose qui change pas. On va enlever tous les espaces de cette deuxième valeur pour éviter tout conflit, et on retourne la config. Hop. Donc une fois que c'est fait, on peut se créer des petits utilitaires. Ça c'est les trucs qu'on crée en dernier normalement, c'est pas dans les médias, mais c'est des petits macros on va dire. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, il y a Linux Terminal, Mac Terminal et Windows PowerShell qui me permettent d'ouvrir un terminal sur les différents systèmes. Parce que sur Linux, comme on peut le voir, si je maintiens les touches CTRL ALT T, ça m'ouvre un terminal qui s'est ouvert sur le deuxième écran, mais vous voyez qu'il est sorti. Hop. Une fois qu'on a fait ça, la première chose qu'on va devoir aller faire, c'est s'embêter à mapper toutes les touches. Donc vous inquiétez pas, encore une fois, tout sera en pièces jointes, vous n'aurez pas à vous embêter à taper tout ça. Moi je l'ai fait, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Donc j'ai mis QWERTY US et AZERTY FR pour les deux claviers, je me suis pas pris la tête à faire tous les pays. Mais bon, pour ceux qui ont du temps à perdre, je veux bien que vous m'envoyiez le fichier de code refait. Et ensuite, on va aller chercher notre première fonction qui va être de mapper les chaînes de caractères en keycode et pouvoir les envoyer correctement avec les bonnes fonctionnalités de la librairie attendues par la librairie.
Donc pour cette fonctionnalité, on va utiliser la fonction qu'on a utilisée pour la readConfig pour aller chercher le langage. Donc si le langage c'est français, on va utiliser un AZERTY. Pour chaque caractère dans la string, si le caractère est en majuscule, on fait un tuple. Alors un tuple, c'est, pour ceux qui ne le savent pas en Python, c'est comme un tableau, sauf qu'il est immuable, on ne peut pas le changer. Et c'est, à part manuellement en écrivant, mais aucune fonction ne peut venir altérer ce tableau. Ça peut être utile dans tout un tas de choses, notamment ici. Et surtout ici, parce qu'en fait le tuple va permettre de pouvoir faire des combinaisons de touches. Donc là ça va être Shift plus le caractère mappé en AZERTY. Donc globalement ça va juste être la touche maj gauche plus A. Ça va renvoyer un en majuscule. Comme ceci. Ensuite, sinon, si le caractère est normal, on l'envoie. Et si c'est une instance d'un tuple, comme je viens de vous expliquer, on va rajouter le tuple en tant que tuple au tableau, ce qui va permettre de pouvoir faire la combinaison de touches. Par exemple, quand je vais utiliser Linux Terminal et que derrière je vais vouloir taper une commande, ça serait bien de maintenir les touches CTRL-Alt plutôt que de les faire les unes à la suite des autres, ce qui va renvoyer absolument rien au final. Sinon, on renvoie une erreur. On fait exactement la même chose pour la partie US, mais du coup avec le mapping QWERTY US cette fois-ci. Et ensuite, on va créer notre dernière fonction pour automatiser l'envoi des clés, qui va prendre en paramètre trois choses, donc la séquence de touches, le paramètre et le temps d'attente. Donc pour chaque clé dans la séquence, si c'est une instance si la clé est une instance en tant que tuple, si c'est un Linux Terminal, donc ça c'est vraiment une fonction utilitaire parce que j'ai rajouté le Linux Terminal, on envoie en tant que liste le tuple en question, ça permettra de faire la combinaison de touches. Sinon, on envoie juste la clé normalement. Et sinon, si on envoie en tant que chaîne de caractères, on envoie, c'est pareil. Et dans tous les cas, on envoie. En fait, c'est fait vraiment pour tout envoyer en automatique. On met en timesleep le timesleep qui est passé en délai dans la fonction sendKeys. Donc ça, on pourra le moduler comme on veut. Par exemple, on aura peut-être envie d'attendre 3 secondes après l'ouverture d'un terminal, le temps qui s'initialise. Ça évitera que la moitié de la commande soit tapée. Et entre chaque touche, on va pas mettre 3 secondes, on va mettre une microseconde ou une nanoseconde comme on veut, selon la vitesse où on veut que ça tape. Et selon la vitesse du système cible. Ensuite, on automatise le parameter.sendKey, on remet un timesleep après la touche. Donc, une fois que notre utilitaire est fait, on a déjà une bonne base. Donc, on va aller chercher à faire notre petit fichier pour se comporter en tant que YubiKey. Donc celui-là il va pas être très long. Encore une fois, je vais vous copier le code. Bon, quoique on va pouvoir l'écrire celui-là. Donc on va tout importer depuis la librairie utils qu'on vient de créer. Et on va définir notre première fonction. Notre première fonction, on va l'appeler onlyKeyDump. OnlyKey c'est pareil qu'une YubiKey mais avec plusieurs boutons, ce qui est assez sympa. Moi personnellement j'en ai acheté quelques-unes, ça m'a fait du bien, même si je les ai toutes pétées. Cette fonction va prendre en paramètre 3 choses, donc la value qui va être le clavier qu'on va venir initialiser dans le main.py, le clavier qui est disponible dans les périphériques USB de la librairie qu'on a téléchargé précédemment, l'username et le password qu'on va venir récupérer du coup depuis la config. Donc pour ce faire, on va initialiser un tableau vide pour la séquence. Hop. Cette séquence, on va venir lui ajouter les lettres du username. Donc le username ça va être une chaîne de caractères, donc on va réutiliser notre fonction stringsec. On va envoyer toutes les touches qui sont passées dans la séquence et ensuite on va mettre une petite tabulation pour pouvoir taper le mot de passe derrière. Donc on va utiliser la fonction append pour ça. Une fois que c'est fait, on va refaire une fonction, exactement la même en fait, ou la copier-coller, mais pour le password cette fois-ci. Hop, on va aller chercher le password. Hop, mais on va ajouter les lettres et on va mettre la touche Enter à la place de la touche Tab, qui va nous permettre de tout simplement de saisir le mot de passe et l'username, et s'ils correspondent c'est bon, comme sur n'importe quel système. Donc une fois qu'on a fait ça, on a nos deux fonctions utilitaires, on a notre configuration qui est prête, du coup on va pouvoir aller commencer à bosser sur le main.py, qui est notre fonction core, et c'est celui qui va être pris en compte en premier. Donc ce main.py, on va importer plusieurs choses, notamment pour initialiser le clavier. Hop. Donc on va aller chercher les librairies USB qu'on a téléchargées précédemment. Device.keyboard, import keyboard
interface. On va importer la librairie de temps et on va aller chercher nos librairies personnalisées. Import, merde, from mylibs.utils import all from mylibs.pki import all. Encore une fois, les fichiers vous pouvez les appeler comme vous voulez, du coup vous devrez juste régler les imports en fonction des noms que vous leur avez donnés. C'est vraiment juste le main.py et le dossier libre qu'il faut garder avec ces noms précis, sinon le Pico va pas comprendre, il va juste jamais s'activer. On va réinitialiser la fonction readConfig juste ici dans notre fichier main.py puisqu'il servira. Et puis on va aller commencer à initialiser le clavier. Hop. Donc on va faire un clavier d'exemple, ça c'est vraiment la fonction qui est dans les exemples de la documentation de MicroPython, qui va découler directement, enfin qui va hériter des droits de la keyboard interface qui est disponible dans les librairies pour tout récupérer. Et on va mettre une fonction lambda qui sert à rien, enfin lambda c'est pas le terme exact parce que ça définit vraiment quelque chose en Python, mais une fonction qui sert à rien à part initialiser la classe, mais elle nous servira à rien d'autre qu'à ça, on s'en servira pas pendant le code. Mask. Là je copie bêtement l'exemple, il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin que ça. Voilà. Là on a initialisé notre clavier et la fonction de lecture de la configuration, et là on va pouvoir commencer à aller chercher notre fonction parente qui va interconnecter toutes les fonctions qu'on va venir ajouter au fur et à mesure du temps dans mylibs. Donc on va mettre user keyboard, on va pas s'embêter, on va initialiser la config dans une variable. Hop, config.txt, n'oubliez pas de mettre ça entre guillemets sinon la config ne sera jamais lue. On va aller chercher du coup à récupérer le mode suite à l'initialisation de la config, et pareil pour tout le reste en fait. Config mode. On va chercher aussi le système, enfin l'OS, donc l'operating system égale config target 6. Le désavantage de Tony, c'est que vous ne verrez pas les erreurs de frappe si jamais vous en avez fait, donc c'est pas impossible que vous ayez mis un espace invisible en trop. Des fois ça peut ne pas marcher à cause de ça, c'est un petit peu embêtant, c'est pour ça que ça sera assez pratique de télécharger les ressources en question. Donc une fois qu'on a récupéré ça, on va aller chercher aussi l'username et le password, je vais les copier-coller parce que ça m'embête, ça m'évitera de taper à 200 trucs qui sont répétitifs. Donc une fois qu'on a ça, on va quand même vérifier que je les ai bien écrits, pki name, pki pass, ouais, c'est bon pour moi. Une fois qu'on a ça, on va récupérer le clavier dans une variable, donc on va aller chercher notre example keyboard. Hop. Et on va lui activer ces petits drivers, ça c'est juste du vital pour que ce soit reconnu comme clé USB dès le début. Donc on va initialiser avec les fonctionnalités qui sont encore une fois dans la documentation des librairies de MicroPython. Built-in driver égale true, je vais les copier-coller directement sur leur doc, ça ira plus vite. Hop. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va mettre une petite fonction aussi de protection pour dire que tant que le clavier n'est pas initialisé, on va attendre un dixième de seconde. Ça permettra d'éviter de taper les touches, enfin de lancer les fonctions de séquence de touches avant que le clavier soit initialisé, et ça nous évitera un paquet de problèmes à l'avenir. Donc une fois qu'on a ça, c'est pas compliqué, il y a juste à initialiser notre fonction. Donc on va mettre if mode égale PKI, ce qui est le cas actuellement dans notre config, c'est le mode qu'on a choisi juste ici. Alors, on va utiliser notre fonction onlyKeyDump, qui va prendre en paramètre du coup le clavier initialisé, donc la value, ce que je vous disais, l'username, et le password. Pour savoir si vous n'avez pas fait de faute de touche, vous verrez quand vous tapez sur un mot, vous allez voir qu'il va être surligné sur Tony. Ça c'est un truc un petit peu pratique, même si sur VS Code c'est vachement plus agréable. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a.
Donc maintenant, ce qu'on va aller chercher à faire, c'est juste initialiser la fonction pour qu'à chaque branchement, notre Raspberry Pi démarre avec cette fonction-là. Donc là, ça va démarrer la fonction onLiquidUp. Donc là, on a bien tout, on a le main.py qui est prêt, la config.txt qui a toutes les valeurs prises en compte, le utils.py qui est créé, le pico PKI qui utilise les utils et qui a bien la bonne fonction. Donc normalement, tout devrait être prêt. Et là, on va pouvoir aller tester notre Raspberry Pi. Donc pour ceux qui ont eu la LED qui s'est allumée, c'est le moment d'aller tester. Donc vous allez débrancher votre Raspberry Pi. Alors, je vais juste m'ouvrir un petit fichier texte, ça évitera que ça commence à taper des touches un peu n'importe où. Micro. On va rebrancher le Raspberry Pi sans appuyer sur le bouton, encore une fois, pour qu'il commence à taper les touches. Ok, donc petit souci, ça marchait pas parce qu'évidemment j'avais oublié d'initialiser la fonction d'envoi des touches, donc forcément on n'allait pas aller très loin. Hop, donc cette fonction va prendre du coup en paramètre la séquence, la value, donc le clavier initialisé, et un petit timeslip d'un dixième de seconde. Donc maintenant, en principe, ça devrait être bon. Là, je vais débrancher puis rebrancher mon Raspberry Pi et on va voir si ça a corrigé le problème. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je me branche la Raspberry Pi et vu le bruit que fait mon clavier dans le micro, vous allez comprendre que ça a bien fonctionné et que j'ai pas fait exprès de taper ça à la main. Donc voilà, on a réussi à faire notre petite Robert de Key qui peut maintenant taper des commandes qui sont programmées en amont. Ça c'est bien pratique. Mais bon, l'avantage d'un Pico W qui peut se connecter à un réseau Wi-Fi, c'est qu'on peut le contrôler à distance et taper les commandes en temps réel, et encore mieux si on a un module 4G. Mais là, je vais vous montrer ce que ça donne quand on a une configuration un petit peu plus précise, qui n'est pas non plus au top, mais c'est déjà ça. Hop, on va venir quitter ce fichier, on va réouvrir Tony. Hop, on va tout supprimer ici. Et là, je vais aller chercher mon main.py, mon libs, mylibs, config, main.py. Je vais tout téléverser vers mon Raspberry Pi. Vous allez voir que la config, il y a quand même un peu plus de choses et que c'est là, ça devient vraiment pratique les commentaires. Pareil pour les librairies, il y en a un petit peu plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, donc il va falloir que je me retrouve dessus, mais vous allez voir, c'est pas quelque chose de très compliqué. Une fois que c'est fait, c'est bien, c'est pratique. Donc là, le main.py est un peu plus, comment dire, poussé, avec plus de fonctionnalités. C'est pareil pour les libs, vous verrez qu'il y en a plusieurs. Là, on peut faire un pico icon par exemple. Là, un truc sympa, ça va être d'aller faire de la reconnaissance sur un système. Avec les linpiece par exemple, on peut aller chercher à faire de la privilège escalation avec SSH. On va faire quoi? On va peut-être upload un petit reverse shell pour s'amuser. On va faire, allez, un reverse shell en Python. Donc le reverse shell en Python dans le main.py, où est-ce qu'on l'avait mis? Hop, voilà. Donc il fallait configurer le shell mode dans la configuration. Le shell mode, c'est le shell type, j'imagine. Hop, remote port, on peut garder ça. On peut mettre n'importe quoi. Mettre une adresse IP bateau de ma box. Et voilà. Donc là, on va utiliser le mode reverse shell en langage FR évidemment sur un système Linux. Ça nous permettra, hop là, ça nous permettra de pouvoir être adapté à mon système à moi. Mais encore une fois, avec cette configuration là, c'est possible de le faire sur Mac ou sur Windows. Donc là, ce que je vais venir faire, ça va être débrancher mon Raspberry Pi. Je pense que je suis bon. Main.py Linux Python 3 shell. Hop, shell mode. Shell mode, c'est bien le shell type. Ouais, ok, c'est bon. Donc là, je vais venir débrancher mon Raspberry Pi. Je vais me foutre sur mon système. Comme si je me baladais. Je vais rebrancher ce Raspberry Pi. Et normalement, ça devrait commencer à faire de la magie. Voilà. Vous voyez que c'est écrit à 200 à l'heure. Je crois que j'ai mis juste un dixième de seconde entre chaque touche. Ça ajoute à l'écran de table, c'est pas compliqué.
Il n'y a rien de fou, ça a pris 4 secondes à tout casser. Et là, vous avez un accès permanent à une machine distante. C'est assez sympa pour s'exercer dans le cadre de la cybersécurité. Encore une fois, c'est 4 titres d'apprentissage, je vous pousse pas à faire quoi que ce soit. Mais là, si je vais vérifier ma compte tab-e, en principe, ouais, il est là, il est présent. On a un petit fichier caché en Python. Si je vais voir ce fichier caché, hop là. Voilà, on cherche le remote host, le remote port. On demande à se connecter en permanence. Et là, c'est vraiment notre ordi qui va demander à se connecter à la machine du hacker distant. Donc là, c'est pas... comme c'est moi sur mon propre ordi, il n'y a rien de fou, mais vous pouvez tester avec des VM, vous verrez que ça marche du tonnerre, c'est génial. Hop, et puis ça sera pas des adresses IP comme ça sera plutôt des noms de domaines distants ou au minimum des adresses IP publiques. Mais bon, il y a de quoi s'amuser quand même. Et là, c'est vraiment du petit jeu de bas étage, mais vous pouvez faire des trucs vraiment beaucoup plus complexes avec ça. En tout cas, c'est toujours sympathique de savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. Et les Raspberry Pi, on peut faire un maximum de choses avec, on verra ça plus tard. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir la vidéo et pouvoir télécharger les ressources en entier, ça se fera sur ma plateforme Dread. Et si vous voulez un petit peu plus de contenu de cette manière-là, bah, il suffira simplement de s'abonner, de like et d'envoyer des commentaires.